Bienvenue à tous dans ce corrigé de l'épreuve de notes de synthèse tremplin 1 à 2017. Comme vous le savez, cette épreuve comporte deux parties. La première partie est une note de synthèse à proprement parler. Vous avez 3 textes et vous devez les synthétiser en 150 mots, plus ou moins 10%. La deuxième partie est une réflexion argumentée. On vous pose une question et vous devez y répondre entre 120 et 150 mots. La première partie de l'épreuve compte pour 60% de la note totale, la seconde 40%. Je vous conseille toujours de commencer par lire l'intitulé de la réflexion argumentée, puisqu'elle va vous donner la thématique de la note de synthèse, sachant qu'on ne vous donne rien pour la note de synthèse, juste les 3 textes. Donc là, si vous regardez la réflexion argumentative, l'exigence de sécurité implique-t-elle un renoncement à une part de notre liberté? Vous devez vous douter que la synthèse va parler de l'équilibre, du délicat équilibre entre liberté et sécurité. Si on regarde nos textes maintenant, on voit qu'on a 3 textes. On a un texte de Thomas Hobbes, donc qui n'est pas un texte facile, qui est un texte classique, donc difficile d'accès. On a un texte d'Alexis de Tocqueville, tiré de la démocratie en Amérique, qui, idem, n'est pas un texte exactement facile. Et enfin, on a un texte plus contemporain d'un juriste qui forcément est plus facile d'accès, qui en quelque sorte récapitule un petit peu toutes les thématiques qu'on a vues. Il s'appelle Christian Nadeau. Donc si on prend les textes dans l'ordre, si on commence par le texte de Hobbes, que nous dit Hobbes dans cet équilibre entre la liberté et la sécurité? Mais Hobbes nous dit c'est simple. Les hommes sont soit dans l'état de nature, soit dans l'état civilisé. Quand ils sont dans l'état de nature, ils peuvent jouir à maxima de la liberté, de leur capacité, de leur puissance, de leur goût, de leur désir. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Le problème, c'est que cela ne peut qu'aboutir à la guerre de chacun contre tous. Tout le monde s'entretue. Pourquoi? Parce que chacun étant absolument libre de faire tout ce qu'il ou elle veut, les désirs étant illimités, les ressources limitées, il est forcément obligatoire qu'à un certain moment, il y ait des contradictions entre les différents désirs, les différentes libertés, les différentes volontés. Les volontés sont contradictoires, les désirs sont contradictoires, les objets de désir sont limités. Par exemple, je désire telle maison, mon voisin désire telle maison. Pourquoi est-ce que cette maison irait plus à moi qu'à mon voisin ou à mon voisin qu'à moi? La seule solution qui va émerger, c'est la force. Donc soit je tue mon voisin et je récupère la maison, soit il me tue et il récupère la maison. Et il en va de même pour tout. La relative égalité qu'il y a entre les hommes à ce moment-là fait que personne n'est prêt à renoncer psychologiquement à un bien ou à une chose qu'il désire. Il en va de même pour les autres. Hobbes va même plus loin. Hobbes va jusqu'à nous dire que on va se mettre à s'attaquer les uns les autres préventivement, de peur que les autres nous attaquent eux-mêmes. Comme ça, au moins, on sera tranquille et on sera débarrassé. C'est ce qu'il appelle la guerre de chacun contre tous, ou autrement, l'enfer. La vie dans l'état de nature, pour Hobbes, où la liberté est absolument maximale et totale et sans limite, est synonyme d'enfer qu'il faut éviter à tout prix. Alors, il propose une solution pour remédier à cette situation absolument catastrophique. Cette solution, ça s'appelle la création de l'État. La création de l'État civilisé. La création du Léviathan. Hobbes est un contractualiste. Donc Hobbes propose la chose suivante. Mettons en commun l'intégralité de nos volontés, l'intégralité de notre puissance, l'intégralité de nos libertés, pour qu'il n'y ait plus qu'une seule liberté, qu'une seule puissance, qu'un seul État qui régisse nos vies.
Mais à ce moment-là, l'État, c'est le peuple, c'est l'État. Donc quiconque désobéirait à la loi communément admise, communément adoptée, se retrouverait mis au ban, voire tué, par la totalité du reste de la population. Ce faisant, on renonce à une très grande part de notre liberté, parce qu'on perd notre liberté totale, mais on gagne la liberté civile et politique. On perd notre puissance individuelle, mais on gagne la puissance commune. C'est d'ailleurs pour ça que l'État, selon Hobbes, s'appelle le Léviathan, et que c'est un dieu mortel, en hommage au dieu immortel, puisque ce Léviathan est la somme de toutes les forces, de toutes les puissances, de toutes les libertés et de toutes les volontés individuelles assemblées en une seule. Liberté minimale, sécurité maximale. À partir de ce moment-là, selon Hobbes, la concorde et la paix civile peuvent régner sans aucun souci. Sans oublier un autre affect extrêmement important, qui est celui de la peur. Parce que autant dans l'état de nature, la peur nous faisait nous autodétruire, comme on l'a expliqué succinctement, autant dans l'état civilisé, c'est la peur de l'état qui préventivement nous empêche de mal nous comporter. Donc la solution de Hobbes, c'est simple. On passe de l'état de nature à l'état civil, en passant de la guerre de chacun contre tous, à l'état du Léviathan. Ça, en gros, c'est le premier texte de Hobbes. Le souverain, c'est l'État. Le sujet, c'est l'individu. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons en tant que sujet, dès l'instant où ça ne contrevient pas aux règles du souverain, aux règles de l'État. Un État civilisé suppose une institution, une confiance, une adhésion. Et c'est ce que Hobbes appelle l'état d'acquisition. Plutôt que l'état de force, qui lui est forcément précaire, forcément éphémère, et ne peut conduire qu'à la destruction. Ça, en gros, si vous voulez, c'est ce que dit le texte 1. Le texte 2, quant à lui, celui de Tocqueville, est d'un ordre différent. Puisque le texte de Tocqueville nous apprend que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la démocratie n'est pas forcément un régime de totale liberté. Il existe en démocratie une nouvelle forme d'oppression, une oppression qui ne dit pas son nom, une oppression douce, réglée, habituelle, prévoyante, détaillée. Une oppression qui est voulue par les citoyens qui composent cette même démocratie. Le citoyen démocratique, l'homme démocratique, lui n'espère qu'une chose. En gros, pour simplifier, être tranquille dans son coin, pouvoir jouir de ses biens matériels sans qu'on l'embête, pouvoir être avec ses amis et sa famille. Sa patrie, il s'en moque. Le destin commun, ça ne lui importe pas. Il a une famille, nous dit Tocqueville, cet homme démocratique, mais il n'a plus de patrie. C'est pour ça que un homme comme celui-là, qui a un tempérament mou, qui a des passions petites, qui a des intérêts limités, qui ne rêve que d'une chose, de tranquillité, de stabilité et de revenus matériels. Cet homme-là accepte bien volontiers de se faire guider par un État tutélaire qui s'occupera de lui, de ses proches et de sa famille, sans heurts ni violence. Dès l'instant où l'État peut assurer une jouissance maximale à chaque individu, et ce n'est pas pour rien que c'est à l'époque de Tocqueville qu'on invente le terme d'individualisme, l'individu devient tout. C'est d'ailleurs la base même du libéralisme politique, puisque dans le libéralisme politique, un gouvernement n'est justifié, n'est justifiable
que dès l'instant où il promet, où il jure, et où il efficacement se préoccupe du bien-être privé de ses membres sans y intervenir outre mesure. Évidemment, le prix à payer pour un tel état de fait, c'est le renoncement au libre arbitre, c'est le renoncement, à l'initiative collective, c'est le renoncement en un sens à la citoyenneté. Parce que le but, normalement, de toute citoyenneté, c'est d'intervenir dans les affaires publiques lorsque celles-ci sont menacées, et même activement. Le but d'un citoyen actif, c'est de contrôler son gouvernement. Et justement, ce que nous explique Tocqueville, c'est que ce n'est pas nous qui contrôlons le gouvernement, mais le gouvernement qui nous contrôle. Donc nous acceptons volontairement de renoncer à notre liberté, tout simplement parce que nous avons beaucoup à y gagner matériellement et en termes de quiétude. L'État, l'administration se comportent vis-à-vis des citoyens comme des parents qui voudraient non pas amener les enfants à l'âge adulte, ce qui est le rôle normalement des parents, mais tout simplement les maintenir dans une enfance éternelle, pour en faire en quelque sorte d'éternel sujet. Donc là, on voit bien qu'on a une forme de point commun entre Hobbes et Tocqueville. Sauf que la différence, c'est que, selon Tocqueville, le citoyen y trouve plus que son compte, parce qu'il y gagne une jouissance matérielle et une quiétude de l'esprit. L'État ainsi constitué chez Tocqueville n'est jamais tyrannique au sens ancien du terme. Il n'assassine pas, il ne met pas en prison, ou très peu, il ne massacre pas. Il est très doux, il est très agréable. Il comprime, il gêne, il énerve, il empêche d'agir. Mais jamais, 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 il se comporte de façon ultra-violente. Ce qui fait que, selon l'expression de Tocqueville, la nation n'est plus qu'un troupeau d'animaux timides et industrieux dont le gouvernement est le berger. Cette servitude, ainsi mise en place, est réglée, douce, paisible. Et il est fort possible, nous dit Tocqueville, que les formes extérieures de liberté soient littéralement impossibles d'apparaître à l'ombre d'un tel pouvoir. Ça, ce sont les idées du texte 2. Le texte 3, quant à lui, de Christian Nadeau, rappelle un certain nombre de choses. Rappelle ce que sont que les fondements du libéralisme politique. Je vous le relis. Et ça vient de John Locke et de l'Angleterre du XVIIe siècle. Le régime politique libéral a été inventé pour prémunir, pour sauvegarder les citoyens des excès de la puissance publique, l'arbitraire de la puissance publique. Pour faire en sorte que chacun soit libre, il faut que les forces de l'État soient retenues par des règles de droit pour ne pas empiéter sur l'intégrité physique, la liberté morale et tout simplement la liberté des citoyens. Un État dans un État de droit ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est un État de droit. Une dichotomie très intéressante dans ce texte, c'est la dichotomie qu'il y a entre la liberté et la sécurité. La liberté, c'est la protection de la personne morale et de la jouissance de ses droits. La sécurité, c'est la protection des corps, de l'intégrité physique d'une personne. Que faut-il privilégier? La liberté morale ou la sécurité physique? La liberté des droits et la jouissance des droits ou l'intégrité des corps?
À cette question, Christian Nadeau répond que c'est une non-question, que cette dichotomie n'a pas lieu d'être. Parce qu'évidemment, dès que vous rentrez dans une discussion avec quelqu'un qui est en faveur un petit peu extrême de la sécurité, il vous dit d'accord, la liberté morale c'est très bien, mais si vous n'avez même plus de corps vivant pour en jouir, qu'est-ce que vous voulez en faire? Et effectivement, ça c'est l'argument massu. Pour pouvoir jouir de sa liberté morale, encore faut-il pouvoir être vivant. Certes, mais ce que nous dit Christian Nadeau, c'est qu'il ne faut pas se laisser enfermer dans la dichotomie liberté ou sécurité, mais liberté et sécurité. Il faut absolument les deux. Vous n'êtes pas vraiment un être humain lorsque vous n'avez qu'une intégrité physique, qu'une sécurité. De même, si vous ne pouvez jouir que d'une liberté, mais que votre vie risque la mort à chaque instant, à ce moment-là, vous n'êtes plus vraiment un être humain non plus. Donc il faut toujours faire l'équilibre entre les deux. On peut, certes, nous dit-il, dans certains cas exceptionnels, réduire les libertés individuelles. On le voit, c'est même la logique de Hobbes. Et on est tous extrêmement marqués par la logique de Hobbes. Puisque, pour Hobbes, si on reprend le texte 1, un individu qui se met en situation de rébellion, de ramener la guerre, donc de rompre le contrat social, se met volontairement hors la société, devient une menace pour toute la société, et à ce moment-là, l'intégralité du reste de la société, c'est-à-dire du Léviathan, a le droit de le punir. On est bien d'accord. Mais si les circonstances nous obligent à faire cette exacte même chose avec tout le monde, alors de toute façon, il n'existe plus de société libérale à proprement parler, et on retombe dans le totalitarisme. On a bien conscience, selon Christian Nadeau, qu'en gros, si vous voulez, il ne faudrait pas grand-chose pour que les choses dérapent. Il ne faudrait pas grand-chose pour que nous rentrions dans des régimes de liberté quasi inexistante, au nom même de la sécurité. C'est pour votre bien qu'on vous protège malgré vous. Et ça repose sur un affect extrêmement puissant, qui avait déjà été identifié par Hobbes, à savoir l'affect de la peur. Si les individus qui composent l'état de nature décident de s'unir et décident de former le Léviathan en formant une communauté dans laquelle il y aura une puissance, un droit, une loi, une liberté, c'est justement parce qu'ils ont peur que si les choses restent en l'état, cette liberté conduise à la destruction de l'espèce. Mais il ne faut pas non plus oublier que si la peur du Léviathan, la peur de l'État devient trop grande, nous passons, sans même parfois nous en rendre totalement compte, dans un régime absolument autoritaire et despotique. Si la sécurité devient une finalité en soi, la liberté, elle, devient un accessoire. Même si l'intégrité physique n'est pas forcément respectée. Donc là, le point de vue de Nadeau est assez clair. Il est possible que par moment, l'intégrité physique de telle ou telle personne soit menacée, voire endommagée. Mais c'est le prix à payer pour une liberté qui se respecte. Par ailleurs, et dernier point très important de ce texte, il faudrait absolument des contre-pouvoirs. En gros, pouvoir nous protéger de ceux qui nous protègent. Ces trois textes étant analysés, si vous regardez un coup d'œil du côté du corrigé officiel, le titre « Maintenir la paix dans un État réclame-t-il la réduction des libertés ?»
l'équilibre sécurité-liberté que nous avions identifié dès le début. Et, si vous regardez attentivement le corrigé qui vous sera donné à la fin de cette vidéo, vous verrez que les questions sont exactement les mêmes que celles qu'on s'est posées durant ce petit exercice. La stabilité de l'État passe-t-elle nécessairement par une confiscation violente ou insidieuse de tout ou partie de la liberté des citoyens? On voit que le point de vue de Hobbes, c'est celui d'un abandon total de la liberté au profit de la sécurité. Tocqueville, lui, est plus intermédiaire. Tocqueville considère que la toute-puissance de l'État repose uniquement sur le bon vouloir des citoyens, qu'il en soit ainsi. Et enfin, on l'a vu, Christian Nadeau s'oppose à cette dichotomie qu'il juge mortifère entre d'un côté une liberté totale et de l'autre une sécurité absolue. Bien, quelques mots maintenant sur la réflexion argumentée. L'exigence de sécurité implique-t-elle un renoncement à une part de notre liberté? Là, à ce moment-là, une phrase peut vous sauver à tous les coups. C'est la fameuse phrase de Benjamin Franklin que je vous donne. Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Maintenant, on ne peut pas faire fi du contexte avec une question comme celle-là. Il y a 30 ou 40 ans, les réponses n'auraient pas du tout été les mêmes. L'exigence de sécurité implique-t-elle un renoncement à une part de notre liberté? On le voit aux États-Unis, avec le Patriot Act, avec Guantanamo, avec l'état d'esprit général de la société, avec le Muslim ban de Donald Trump, notamment. On croyait l'insécurité ou la sécurité un problème relégué aux grandes guerres. Il n'en est rien. Depuis 30 ans, même plus, depuis 40 ans, en Europe, il y a des attentats. Alors certes, ce sont des attentats qui font beaucoup moins de morts que les grandes guerres. Mais le but d'un attentat terroriste n'est pas forcément de faire le plus de victimes possible. Le but d'un attentat terroriste est de réussir à terroriser la population, à instiller un sentiment de peur pour détruire la concorde civile. Donc il semble a priori évident que renoncer à une part de notre liberté, c'est ce qui se passe d'ailleurs dans tous les textes de loi, est obligatoire. Cependant, il ne faudrait pas oublier que c'est bien souvent au nom de la lutte contre le terrorisme et les terroristes que des régimes qui, à l'origine, à peu près démocratiques, se sont transformés en régimes à peu près autoritaires. C'est le cas de la Turquie. C'est le cas de la Russie. Ce qu'on appelle les démocratures. Parfois, les terroristes ont bon dos, puisqu'ils servent de prétexte à la mise en place de régimes autoritaires, de régimes de censure, voire pourquoi pas, de régimes totalitaires. Parce que normalement, la sécurité et la liberté n'ont pas forcément tant de choses à voir que ça. On a tort de systématiquement les amalgamer. Et je pense que c'est ce genre de réflexion que vous auriez dû conduire dans cette réflexion argumentée. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et j'espère que ce corrigé vous aura été très utile. Les corrigés et de la synthèse et de la réflexion argumentée vous seront donnés juste après cette vidéo. Merci à vous tous.